Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes sur RTI 1 et en direct. Voici les titres de cette édition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé hier samedi la cérémonie de clôture du Sahara 2017. Durant 10 jours, l'événement aura réuni environ 3000 visiteurs, ce qui atteste du succès du Sahara 2017. Le ministre de l'Agriculture a reçu les résultats du 3e recensement général des exploitants et exploitations agricoles de Côte d'Ivoire, des données qui permettront de planifier le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et puis, l'opposition togolaise a appelé à 3 nouvelles journées de manifestation contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé qui fait face depuis près de 3 mois à une contestation populaire dans tout le pays. La coalition de 14 partis d'opposition est à l'origine de la mobilisation. Le magazine de ce dimanche 26 novembre 2017 va s'intéresser aux enjeux du sommet Union européenne-Union africaine, sommet qui va se tenir cette semaine ici en Côte d'Ivoire. Notre invité est M. René Nguetia Kouassi, directeur du département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine. Non, Monsieur Nguetia, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des enjeux du sommet Union européenne et Union africaine. Et les échanges, ce sera pour tout à l'heure. Nous vous le disions dans nos titres, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé hier samedi la cérémonie de clôture du Sahara 2017. Durant 10 jours, l'événement aura réuni environ 300 000 visiteurs, ce qui atteste du succès du Sahara 2017. 10 jours durant, l'événement aura tenu en haleine la ville d'Abidjan. Le Sahara 2017, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, aura attiré environ 300 000 visiteurs selon le comité d'organisation. Une affluence à mettre à l'actif des nombreuses innovations apportées à cette 4e édition. Réussite dans la forme mais également dans le fond. Des pistes de solutions ont été trouvées à la problématique des changements climatiques, largement évoquées lors des échanges et panels de ce Sahara 2017. Il s'agira en fait d'adapter les stratégies optant pour une agriculture intelligente et durable face au changement climatique. Ces stratégies doivent inclure l'innovation et l'amélioration des technologies, l'utilisation rationnelle et efficace des ressources les plus rares, l'amélioration de l'accès à l'information et aux infrastructures, la disponibilité d'outils efficaces de gestion des risques. Adoptée cette semaine par le gouvernement, la phase 2 du PNIA, le Programme national d'investissement agricole, suscite déjà de l'intérêt. À la faveur de ce Sahara 2017, il a enregistré des intentions d'investissement chiffrées à plus de 1665 milliards de francs CFA de la part des partenaires techniques et financiers. Autre moment important de cette cérémonie de clôture, la distinction des acteurs du monde agricole. L'Ordre du mérite agricole enregistre désormais 2 commandeurs, 27 officiers et 33 chevaliers. Les acteurs du monde agricole, à travers celles et ceux que la nation vient de récompenser ce jour, voudraient modestement vous réaffirmer leur entière disponibilité afin de poursuivre à vos côtés les combats d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Un franc succès. C'est ainsi que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a qualifié la tenue du Sahara 2017. Il a également saisi l'occasion pour partager sa vision de l'agriculture. Notre agriculture doit s'appuyer sur la mécanisation, mais aussi sur les techniques modernes d'irrigation, l'utilisation des engrais naturels ou synthétiques, mais aussi l'exploitation des résultats de la recherche. Et enfin, les avancées de l'innovation technologique, notamment donc les TIC. Nous devons aussi parvenir à une intégration de l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs et favoriser l'accès direct des petits producteurs au marché. Tous ces efforts devraient permettre, entre autres, d'attirer davantage de jeunes vers les métiers agricoles en vue d'assurer la relève, de créer des emplois durables et rémunérateurs surtout pour les jeunes et les femmes, et de réduire conséquemment la pauvreté pour une grande majorité de la population rurale. Dans la dynamique des innovations, le vice-président n'a pas manqué de faire des propositions.
Daniel Kablan-Duncan suggère que 2 pays soient les invités d'honneur de la 5e édition du Sahara qui se tiendra en 2019. Le premier provenant d'Afrique et le second d'un autre continent. Voilà, nous étions avec Traoré Mahama pour ce reportage. Autre sujet, les populations du district du Zanzan se sont retrouvées à la place de la paix de Bouna pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa politique de développement de la Côte d'Ivoire et pour ses actions de paix. Cette cérémonie d'hommage s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Allons maintenant au deuxième grand titre de cette édition. Le ministre de l'Agriculture a reçu les résultats du 3e recensement général des exploitants et exploitations agricoles de Côte d'Ivoire. Des données qui permettront de planifier le développement de l'agriculture dans notre pays. Justine Seydjike. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 1 742 838 exploitants agricoles et 296 exploitations agricoles modernes. Résultat du 3e recensement des exploitants et exploitations agricoles cofinancé à part égale par l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA et fait selon la méthodologie recommandée par le Programme mondial du recensement de l'agriculture PMRA 2010, élaboré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Qui promet entre autres une approche modulaire en 2 phases, un module de base et une série de modules complémentaires. Il convient de préciser qu'à ce stade, nous avons fait un travail important avec tous les livrables disponibles. Démarré le 1er juin 2015, l'opération a requis la mobilisation de 3 148 agents, la collaboration de l'ANADER et la coordination du corps préfectoral sur le terrain. Le gouvernement ivoirien dispose désormais d'une base de données fiable, détaillée et actualisée. Le recensement permet de mieux connaître la population agricole et la structure des exploitations agricoles. Il permet aussi d'atténuer le caractère informel de la petite agriculture familiale. Il permet enfin de remédier à la fragilité structurelle des organisations représentatives agricoles. Avec la publication des résultats du module de base aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin d'un long processus qui doit voir la réalisation des modules complémentaires et la mise en place du système permanent des statistiques agricoles. Les résultats de ce 3e recensement sont publiés en 7 volumes sur un support papier et électronique. Justine Seydjike, une nouvelle discipline d'analyse et de traitement des données informatiques désormais enseignée en Côte d'Ivoire, et c'est à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il s'agit du Masters Data Science. Ce master professionnel a été officiellement lancé par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. Soro Corona, Abdoul Kader Sogodogo Guédoumo, RT Boaké. Data Science Institute, connaissance en ingénierie informatique basée sur les nouvelles évolutions en matière de stockage et de traitement de données informatiques, ouvre ses portes à l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette nouvelle science va former des experts dans le domaine de la statistique, de l'intelligence artificielle et du big data. Quel est donc l'intérêt de Data Science ? Les innovations technologiques, et notamment dans le domaine du numérique, vont permettre à l'Afrique de se développer en brûlant des étapes. Et donc, on est convaincu que là, il y a vraiment des opportunités très intéressantes pour l'Afrique. Pour la première promotion, ils sont 14 étudiants issus de 5 pays africains. Pendant 2 années, ces étudiants seront suivis par des enseignants de l'INPHB, de l'NCA et de l'École polytechnique X de Paris. Nous prenons donc la pleine mesure de la responsabilité qui est la nôtre. Et nous nous engageons à travailler avec abnégation et mettre à profit les enseignements à nous dispenser. Homologué par l'État de Côte d'Ivoire, ce nouveau programme a été officiellement lancé par le ministre Bruno Koné, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie. Les TIC, le numérique,
offrent des opportunités innombrables à notre jeunesse. Elles sont source de création, de richesse et de valeur. Et je salue particulièrement le lancement de cette formation de haut niveau en sciences et données qui donne de nouvelles perspectives à notre jeunesse ainsi qu'à notre pays. Nous sommes en effet conscients de la nature hautement stratégique des données. Le Data Science Institute vise à accélérer la montée des compétences en data management en Côte d'Ivoire. Les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM ont procédé à l'inauguration d'une salle de marché au sein d'une université. Cette salle va permettre aux étudiants et aux enseignants en économie et en finance d'allier la théorie à la pratique. Davis Oyo, Patricia Omu Etia. En file indienne, ces étudiants et enseignants en économie et en finance accèdent à une salle particulière, la salle des marchés, un espace dédié aux informations financières en temps réel provenant des bourses régionales des valeurs mobilières de l'UEMOA. Cette salle pour les étudiants doit servir normalement de faire le lien entre les savoirs théoriques, académiques qu'ils apprennent et puis les pratiques professionnelles qu'ils auront dans des entreprises, soit en banque, en assurance, dans les sociétés de gestion et d'intermédiation. Cette nouvelle salle ravit les apprenants et enseignants. La salle des marchés va nous permettre de mettre en pratique la théorie qu'on apprend en classe à propos des placements sur les marchés financiers, la gestion des risques, la gestion du portefeuille et les différents types d'options et contrats à terme. Rendre les étudiants en finance plus compétitifs dans l'univers socio-professionnel est l'objectif conjoint des responsables des universités, grandes écoles et ceux de la Bourse régionale des valeurs mobilières. La bourse, c'est un outil au service du financement des entreprises pour assurer la croissance et le développement. Donc aujourd'hui, nous l'amenons à l'école parce que nous voulons nous mettre dans ce développement générationnel pour que la nouvelle génération qui vient soit imprégnée de ces nouvelles pratiques. L'installation des salles de marché dans les universités et grandes écoles a pour objectif de contribuer à accompagner les programmes de formation en finance et en entrepreneuriat. Elle vise surtout à vulgariser la bourse et rendre plus accessible l'information financière. Il s'est tenu ici à Abidjan le 3e congrès scientifique de la Société ivoirienne de parasitologie et mycologie. Et cette rencontre a réuni plusieurs participants, des enseignants-chercheurs nationaux et internationaux. Marcel Alla, Adrienne Grascando. Les parasitoses constituent l'ensemble des maladies engendrées par les parasites et les mycoses sont des maladies liées aux champignons telles que les teignes, les dartres et les pieds d'athlète. Ces pathologies font partie des maladies tropicales négligées qui ne bénéficient pas de ressources adéquates pour la prise en charge des patients. Les maladies tropicales négligées ont très peu de moyens financiers en termes d'allocation, si bien que les activités de recherche sont difficilement exécutées dans les différents laboratoires parce que nous avons besoin de réactifs et d'équipements pour pouvoir mener nos recherches. Il est donc important que ces pathologies soient une priorité au niveau de nos différents États pour arriver à cette élimination des maladies tropicales négligées. Le 3e congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie est l'occasion pour les différents pays d'Afrique et d'Europe de partager leurs expériences et formuler des recommandations pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Nous allons parler de ce thème environnement et vert. Ensuite, nous allons parler également de environnement et eau, ou si vous voulez, nourriture. Tout ce que nous mangeons peut être à l'origine de contamination de beaucoup de maladies, soit par l'eau, soit par les aliments contaminés. Donc nous allons évoquer tous ces thèmes. Nous avons identifié des souches de candidats qui avant n'étaient pas du tout identifiées en diagnostic de routine au Sénégal. Donc nous avons utilisé des techniques nouvelles que sont la spectrométrie de masse pour identifier ces espèces qui ne sont pas nouvelles mais qui n'ont pas pu être identifiées auparavant par les méthodes classiques. Du contrôle à l'élimination des parasitoses tropicales négligées en Afrique, rôle de la recherche est le thème retenu pour ce 3e congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie.
Et toujours en santé, une centaine d'enfants issus de familles démunies souffrant de drépanocytose vont bénéficier d'une prise en charge médicale gratuite. Et c'est une initiative de la Fondation LIA. Fidèle Enye Issa Yeo Chonan. À 9 ans, Ibrahim est un habitué du service hématologie du centre hospitalier et universitaire de Yopougon. Il souffre de la drépanocytose, une maladie génétique due à une déformation des globules rouges. Moi, je ne peux pas m'amuser parce que je suis malade. Je veux mes amis pouvoir courir aussi. Les médicaments sont chers. Souvent, on vient 50 000, 25 000, ça finit. Donc, vous n'avez qu'à nous aider. Un cri entendu par la Fondation LIA qui a offert 2500 boîtes de médicaments pour la prise en charge médicale de 100 enfants souffrant de la drépanocytose sur une période de 12 mois. Une fois que l'enfant est sous hydréa, sa qualité de vie est vraiment améliorée. Quand je dis qualité de vie, c'est les crises, son aspect physique même. L'enfant peut avoir une vie quasi normale parce qu'il aura beaucoup moins de crises, il pourra aller à l'école. 120 millions de personnes sont touchées par cette maladie dans le monde. En Côte d'Ivoire, c'est 6 000 nouveaux cas détectés chaque année à la naissance, dont 60 à 70% meurent avant l'âge de 5 ans. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la sensibilisation et au dépistage précoce. Quand vous avez un enfant qui a souvent des douleurs qui sont épisodiques, périodiques, et puis qui est un enfant qui est anémié, qui est fatigué, qui ne joue pas comme les autres, qui est toujours dans son coin, il faut consulter rapidement, c'est probablement de la drépanocytose. Il s'agit d'un geste important dans la mesure où il vient combler un grand vide, celui de l'accessibilité des médicaments à des personnes quelquefois démunies et vulnérables. La Fondation LIA est reconnue comme un acteur dans l'accès au traitement des qualités des personnes souffrant de la drépanocytose. Allez, toute autre chose, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable prépare la stratégie nationale du grand ménage et le plan d'action pour la période 2018-2020. Un atelier a donc lieu depuis le jeudi 23 novembre au musée des civilisations du plateau pour valider cette stratégie. Emmanuel. Après 9 éditions de l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement ivoirien, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, la cheville ouvrière, et toutes les parties prenantes en atelier. Ils sont ici pour faire le bilan des éditions passées et valider la stratégie nationale du Grand Ménage et le plan d'action 2018-2020. Le Grand Ménage a été lancé en février 2017 comme bilan à mi-parcours. C'est qu'il y a une chose que les Ivoiriens doivent retenir, c'est que le concept du Grand Ménage est ancré dans l'esprit et dans l'habitude des Ivoiriens. Tout le monde sait que le premier samedi de chaque mois, il y a une opération Grand Ménage. Seulement, c'est que la mobilisation reste un peu timide en deçà des espérances du ministère. C'est pour cela que Madame le ministre Anne Désiré Ouloto a décidé de faire valider ce document de stratégie qui est une boussole. Ce document de stratégie nationale, une fois validé, va permettre d'obtenir des résultats palpables dans la mise en œuvre de l'opération Grand Ménage, parce qu'il fixe clairement la vision du gouvernement et définit également le rôle que doivent jouer les collectivités décentralisées. La propriété est une affaire de tous. Il s'agit pour nous tous, décideurs, religieux, chefs traditionnels, ONG, société civile, femmes, jeunes, élèves, étudiants, secteur privé, femmes et hors de médias, de prendre nos responsabilités, de nous impliquer dans le grand ménage et d'y participer effectivement. Ce document propose dans un de ses axes le renforcement du système de contrôle et de répression afin d'amener les populations à s'impliquer véritablement dans cette opération pour que l'ensemble des villes ivoiriennes soient toujours propres et agréables à y vivre. Un mot de religion, des chrétiens de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Dabo pour communier et fraterniser. Ils ont profité de cette sortie pour parler de paix et de cohésion sociale. Franck Kouadio.
C'est la chorale liturgique Bethel de Toupa qui donne le ton de cette cérémonie de solidarité des fidèles de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. À travers ce cantique, cette chorale appelle de tous ses vœux au rayonnement de la charité fraternelle de tous les chrétiens et non-chrétiens. Lieu choisi pour l'événement, le temple miséricorde du village de Vieux-Badienne, localité située à 15 km de Dabou. Après la prestation de la chorale et la prière d'ensemble, place à la prédication. Pour le pasteur Ernest Nyagne, Dieu doit être adoré en esprit et en vérité, et ses enfants doivent être des modèles. À sa suite, le révérend Boto Richemont, président de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, invite les Ivoiriens à l'entente et à l'amour. Nous appelons la population, n'est-ce pas, à avancer. Il y a des embûches, il y a des entraves, il y a des difficultés. Mais il faut continuer d'avancer dans la paix. Il faut continuer d'avancer en croyant que la nation ivoirienne est notre nation, c'est notre maison. Et nous devons la bâtir ensemble. Une communication jugée convaincante. L'église protestante méthodiste veut être un vecteur, n'est-ce pas, de cette cohésion tant recherchée par les hommes politiques qui n'arrivent pas. Mais au niveau des croyants, au niveau des enfants de Dieu, tout est possible. Il faut que les enfants qui sont le futur de l'Église soient aussi formés. Donc c'est la femme, c'est le rôle maintenant de la femme de leur apprendre cela. L'église protestante méthodiste de Vieux-Badienne a aujourd'hui un nouveau temple. Cette rencontre a permis aux habitants du village de célébrer l'instant. Les militaires ivoiriens, gendarmes, policiers, douaniers, eaux et forêts, gardes pénitentiaires étaient tous à Bangourou cette semaine pour la rentrée pastorale de l'aumônerie militaire catholique. Au menu de cette rencontre, la présentation des différents aumôniers militaires du pays. Ils ont aussi prié pour la paix et la cohésion sociale. Hamza Diaby. Ce dimanche 12 novembre, à la cathédrale Notre-Dame de la Paix d'Abengourou, étaient présentes des autorités religieuses et militaires, notamment Monseigneur Boniface Ziri et le général Niaolé Beuglé-Clément, président du conseil d'administration du Fonds de prévoyance militaire. Dans son homélie, le père Yao Donatien Akman, aumônier militaire, a exhorté l'ensemble des militaires à désarmer leur cœur, penser les blessures du passé et accepter leurs semblables malgré les divergences d'opinion. Un vœu cher également au lieutenant-colonel Doué-Désiré Pamphile, premier vice-président national de l'aumônerie militaire catholique. Son éminence, Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, par ailleurs président de cette rentrée pastorale, lui aussi a exhorté les militaires à la culture de la paix. Nous avons soif de paix. Nous avons le désir de témoigner de la paix, car la paix est un don de Dieu. Et il nous revient de l'invoquer, de l'accueillir et de la construire chaque jour avec l'aide du Seigneur. Heureux les artisans de paix, disait le Christ, prince de la paix. Seigneur, donne-nous la paix, voilà le thème de cette rentrée pastorale de l'aumônerie militaire catholique qui a enregistré la participation de nombreux policiers, militaires et paramilitaires. Elle a été marquée par la présentation des aumôniers militaires des diocèses de l'aumônerie militaire catholique exerçant sur l'ensemble du territoire national. L'État de Côte d'Ivoire veut préserver le réseau routier ivoirien. Il a lancé un vaste programme d'entretien de ces routes, coût des travaux, 1 milliard de francs CFA. Route Tumodi-Oumé, Yamoussoukro Boiflé, Boiflé-Daloa. Emprunter ces tronçons en leur état actuel relève d'un parcours du combattant. Il faut vaincre les nids de poules et crevasses qui jonchent la chaussée, qui elle-même a fini par développer de nombreux points critiques en divers endroits. Les causes sont connues. Sur ces routes bitumées réhabilitées il y a à peine 2 ans, les avis des techniciens sont tranchés. Si la route connaît un état de fatigue générale très avancé, qu'on programme des tâches de simple réparation de surface, ça ne convient pas. La chaussée que vous voyez est composée de 4 couches. Si la chaussée est fatiguée, qu'on ne fait pas une reprise de ces couches-là, alors les réparations ne peuvent pas tenir longtemps. Lorsque le débroussaillement des accotements n'est pas fait, l'eau
superficielle de ruissellement va stagner quelque part sur la chaussée. Lorsque l'eau stagne, elle cherche à s'infiltrer. Et lorsqu'elle s'infiltre, alors les couches sous-jacentes vont être atteintes et les dégradations vont commencer. La résultante de ces maux qui, avec le temps, finissent par altérer la santé de la route bitumée, c'est autant l'absence de suivi contrôle rigoureux des travaux à l'origine que le manque d'entretien régulier. Conséquence, nos routes ont perdu de leur superbe, devenues des exploitations agricoles, comme ici, ce champ de haricots, cette plantation d'EVA ou encore ce champ de cacao. On peut aussi remarquer ces dépotoirs et ces lieux de repos éternels qui agressent les routes bitumées, autant de marques de l'action de l'homme qui, ignorance coupable, semble lui-même n'en avoir pas conscience. À Gonaté, il n'y a pas un coin où on doit verser les ordures. C'est pour ça que les femmes se mettent toujours en tête pour venir verser les ordures dans la ruche. Plusieurs fois, nous avons mené des campagnes pour sensibiliser nos mamans, nos femmes, pour aller un peu plus loin. Mais souvent, c'est nuitamment ou bien très tôt, elles viennent déverser. La part de l'homme lui-même dans la dégradation des routes revêtues est considérable. Et conjuguée avec l'effet des intempéries, c'est dans un profond coma qu'on les plonge, comme décrié par ces usagers rencontrés entre Boisflé et Dalo. 3 semaines en arrière, on ne peut pas passer là. Tout ça était des herbes. Donc quand tu fais un faux pas, ce sont des bois ou bien les piquants qui t'accueillent. Donc nous sommes obligés de rouler au milieu du goudron. Et maintenant là, la route est dégagée. Les jeunes gens se portent volontiers pour débroussailler. Bon, on ne peut que les encourager et leur dire merci pour notre sécurité. Peut-être le signe de l'espoir, les travaux manuels pour renouer avec les bonnes habitudes de l'entretien régulier des routes bitumées de Côte d'Ivoire, comme du temps de la défunte TP. Depuis le temps colonial jusqu'aux années 1998, les travaux d'entretien routier ont été exécutés en régie. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire, disons, de développer son réseau routier depuis les années d'indépendance jusqu'aux années 1998, où l'État a pris l'engagement de concéder l'exécution de ces travaux au secteur privé. Donc nous envisageons d'élaborer, disons, un code routier pour définir, disons, le mode d'exploitation de nos infrastructures et les pénalités qui vont s'en suivre en cas de mauvaise utilisation des infrastructures. Des travaux manuels portent sur le débroussaillement des accotements et emprises, le désensablement, le curage des caniveaux, bus et dallos, la destruction des termitières et l'élagage des arbustes et arbres avec le concours des populations riveraines. C'est une activité à haute intensité et main-d'œuvre, et donc ça permet d'avoir des ressources par rapport à leurs besoins quotidiens. Et cette activité aussi, si ces jeunes sont organisés en coopérative, ça peut permettre d'avoir une activité qui peut être pérenne, parce que nous avons repris cette activité qui va s'exécuter chaque année. La route va retrouver un état acceptable, avec une visibilité acceptable, et elle pourrait durer, nous empêcher de venir refaire des travaux de réparation, soit de surface, des réparations structurelles. On va consolider ce qui a été déjà fait. En partant de cela, maintenant, il y a des préoccupations qu'on pourra dire après, mais je dis déjà que c'est déjà très bien. Si on essaie de voir maintenant de près, qu'on essaie de sensibiliser les gens, il va s'en dire que bon, la route va durer. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant alloué aux travaux manuels. Une opération entrevue comme le nouveau mode d'entretien routier qui va donner aux routes revêtues en Côte d'Ivoire toutes les garanties de sécurité, la satisfaction des usagers, mais encore leur durabilité. Et cette information avant le magazine de ce dimanche, l'opposition togolaise a appelé à 3 nouvelles journées de manifestations contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé qui fait face depuis près de 3 mois à une contestation populaire dans tout le pays. La coalition de 14 partis d'opposition est à l'origine de la mobilisation. Voilà, le magazine de ce dimanche 26 novembre 2017 va s'intéresser aux enjeux du sommet
Union européenne, Union africaine, sommet qui va se tenir cette semaine même ici en Côte d'Ivoire. Notre invité, M. René Nguetia Kwasi, directeur du département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine. Vous êtes bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes basé à Addis Abeba en Éthiopie et vous êtes là justement pour ce sommet. C'est ça. Voilà. Ok. Alors, la lutte contre le terrorisme fera partie des échanges lors de ce sommet. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités de la RTI qui m'offrent l'opportunité de partager quelques réflexions sur la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Tout à fait. Vous savez que ce sommet va réunir 27 chefs d'État et de gouvernement européens et 55 chefs d'État et de gouvernement africains. Donc, la lutte contre le terrorisme, c'est un agenda international, c'est un agenda d'utilité publique. Donc, c'est un sommet extrêmement important et en tant que question d'actualité qui concerne toute la communauté internationale, il va de soi que les chefs d'État, dans leur échange, puissent, n'est-ce pas, aborder cette question qui concerne toute la communauté internationale. Et justement, l'Union européenne reste un partenaire privilégié pour l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme, nous dit Wilfried Herman Djivé, suivant son reportage. Favoriser la stabilité politique et une gouvernance efficace afin de permettre une croissance durable et inclusive reste un des objectifs majeurs du partenariat Afrique-Union européenne. L'Union européenne et l'Union africaine restent très engagées dans la lutte contre le terrorisme. Ces 10 dernières années, l'Union européenne a fortement contribué à la paix et à la sécurité en Afrique à travers un partenariat stratégique avec l'Union africaine, à travers notamment la facilité de soutien à la paix qui a permis de soutenir un certain nombre d'initiatives de mise en œuvre de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a aussi pas mal d'appui des États membres de l'Union européenne, mais aussi de la Commission de l'Union européenne, directement au niveau des États membres de l'Union africaine, à travers notamment des programmes de renforcement du secteur de la sécurité, notamment les programmes d'RSS dans les pays en sortie de conflit. En gros, je pense qu'il y a eu ces dernières années un investissement très appréciable de l'Union européenne. Je pense que c'est le premier bailleur des États africains globalement, notamment sur les questions de sécurité. Le G5 Sahel en est une illustration de mécanisme qui peut marcher dans une démarche de souplesse et qui peut apporter des réponses concrètes à des défis qui se posent actuellement. La lutte contre le terrorisme concerne tous les États et demande la participation de tous. Quelles pourraient être les conclusions en matière de lutte contre le terrorisme à l'issue du sommet Union africaine, Union européenne? Ce qui est attendu premièrement, c'est que le partenariat entre l'Europe et l'Afrique sur les questions de sécurité soit renouvelé. Qu'on puisse avoir, pour nos forces, la possibilité d'avoir un entraînement régulier. Et ça, on n'a pas toujours dans de nombreux pays africains cette possibilité-là. Il y a des armées qui ne s'entraînent même pas une fois par an. Prendre en compte les autres acteurs, les parlements par exemple, qui participent à la définition de la politique de sécurité à travers les lois, à travers la réglementation, mais aussi les organes de contrôle. Les organes de contrôle, par exemple, les commissions de droits de l'homme, les bureaux du médiateur de la République, mais aussi les médias qui doivent aussi se spécialiser sur ces questions-là pour avoir un regard avisé sur la gouvernance du secteur de la sécurité et sur les besoins de sécurité des citoyens. Les questions de paix et de sécurité, notamment celles liées à la question de la lutte contre le terrorisme, occuperont certainement une place de choix dans les échanges qui se tiendront au cours du sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan. Et c'est pratiquement sûr. Alors, M. Nguetia, dites-nous, quels sont les cadres qui fondent la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne? Aujourd'hui, les deux continents sont liés par deux cadres de coopération. Le premier cadre, c'est les accords de Cotonou, qui remontent à 1975 et qui a été revisité en 2000 pour une période de 20 ans, donc qui prend fin en 2020. Et le deuxième cadre, c'est la stratégie conjointe qui a été adoptée à Lisbonne en 2007 et qui est le résultat, n'est-ce pas, du processus du Caire, qui est né au Caire en 2000. Donc ce premier sommet a eu lieu au Caire en 2000, le deuxième sommet en 2007 à Lisbonne, et c'est à l'occasion de ce sommet que la stratégie conjointe a été adoptée. Donc aujourd'hui,
l'Europe est liée à l'Afrique par ces deux cadres de coopération, les accords de Cotonou et la stratégie conjointe. Stratégie conjointe de Lisbonne et les accords de Cotonou. Très rapidement, le contenu de ces deux accords, l'accord de Cotonou dit quoi? La stratégie de Lisbonne dit quoi? Bon, en résumé. Oui. En résumé, les accords de Cotonou fixent trois objectifs majeurs. Éradiquer la pauvreté en Afrique. Deuxièmement, arrimer l'Afrique à l'économie mondiale. Et troisièmement, faire en sorte que l'Afrique puisse se développer en respectant les critères de la durabilité, c'est-à-dire l'économie durable. Et la stratégie de Lisbonne repose à des objectifs clairs, mais repose sur des principes fondamentaux. Le premier principe, c'est traiter l'Afrique comme une seule entité. Le deuxième principe, c'est faire une coopération dans une dynamique de responsabilité partagée. Et troisième principe, c'est sortir cette coopération de la dynamique des donneurs et des receveurs. Donc voilà les deux cadres. Qu'est-ce qui serait intéressant pour l'Afrique? Bon, ce qui serait intéressant pour l'Afrique, parce que nous disons qu'avoir deux cadres de coopération, ça brouille le message. Ça brouille le message. Parce que les accords de Cotonou divisent l'Afrique en trois parties. C'est l'Afrique, moins l'Afrique du Nord, qui est liée à l'Europe par un accord particulier, et moins l'Afrique du Sud, oui, qui est liée à l'Europe par un accord particulier, mais l'Afrique du Sud aujourd'hui qui s'intéresse un peu aux accords de Cotonou. Donc les accords de Cotonou, c'est l'Afrique moins l'Afrique du Nord et moins l'Afrique du Sud. Donc ça divise l'Afrique en trois et ça ne respecte pas la dynamique de l'intégration africaine. Alors que la stratégie conjointe, à travers son principe majeur de traiter l'Afrique comme une seule entité, est en parfaite harmonie avec la dynamique de l'intégration continentale. Et ce qui est important, c'est que l'Union européenne a signé une stratégie conjointe avec l'Afrique, une stratégie conjointe avec les Caraïbes, une stratégie conjointe avec le Pacifique. Donc nous disons, comme l'Afrique a des spécificités qui sont différentes de celles des Caraïbes et des Pacifiques, nous disons que, et comme la stratégie conjointe de Lisbonne est en parfaite harmonie avec l'intégration du continent, nous pensons que cette stratégie, ce cadre de coopération, peut-être permettrait aux deux continents, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs visés à travers leur partenariat. Voilà qui est bien perçu. Alors, il y a eu 4 autres sommets avant ce 5e qui va se tenir. Parlez-nous des 4 premiers sommets. Bon, on disait que le premier sommet, le sommet d'Abidjan, est dans la dynamique, dans le processus que nous pouvons appeler le processus du Caire. Vous savez qu'en 2000, l'Union africaine était née, l'Union européenne aussi avait vu, n'est-ce pas, son effectif s'accroître. Donc la donne internationale avait changé des deux côtés. Donc les leaders des deux continents se sont dit, écoutez, pourquoi ne pas nous réunir pour trouver un autre processus de coopération en tenant compte de la donne internationale. Donc le sommet fondateur a eu lieu au Caire en 2000. Le deuxième sommet, c'est le sommet de Lisbonne en 2007 qui a adopté la stratégie conjointe. Le troisième sommet s'est tenu à Tripoli en 2010. Le 4e sommet s'est tenu à Bruxelles en 2014. Et le 5e sommet à Abidjan, dont le thème est « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Très bien. Alors, lors de ce sommet, comment est-ce qu'on pourrait parler de la question de la migration? Bon, la migration également, c'est une question d'actualité. Je crois que son Excellence, le Président de la République, dans son interview accordée à France 24, a donné les éléments nécessaires qui peuvent... des éléments nécessaires pour répondre à cette question. Mais la migration, du côté africain, nous pensons que l'Afrique ne peut pas apporter une solution durable à cette problématique sans son intégration économique et politique. Et ça fera l'objet d'échanges, justement, voilà, donc, entre les chefs d'État qui... Du côté africain, on a besoin de nous intégrer. On a besoin, c'est pour ça le thème, la jeunesse.
il faut investir dans l'éducation et dans la formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'économie numérique. Si nos systèmes d'éducation et de formation ne permettent pas à la jeunesse de s'adapter à l'évolution du monde, on sera toujours à la traîne. Et aujourd'hui, il est dit que la formation toute sa vie, c'est ce qu'il faut pour éviter l'obsolescence des compétences, ce qu'il faut pour éviter le déclassement, ce qu'il faut pour éviter le chômage. Très bien, M. Ngueta. Juste une dernière question. Dans le cadre de cette coopération, Union européenne, Union africaine, quelle est la place du secteur privé, de la société civile, des femmes et des jeunes? Effectivement, je crois que très rapidement. Il faut effectivement... Parce que l'Afrique est dans la phase de la transformation économique. Et elle ne peut pas réussir la transformation économique sans l'appui important du secteur privé. D'où se transformer à travers son industrialisation, l'industrialisation où le secteur privé a un rôle majeur. Donc dans le cadre de la coopération, et ce qui se dit de plus en plus, c'est-à-dire qu'il faut une coopération Afrique-Union européenne, Union africaine, Union européenne, centrée sur les hommes. Les hommes, la société civile a son mot à dire, le secteur privé a son mot à dire, la jeunesse a son mot à dire, etc. Tenir compte de la jeunesse, tenir compte du secteur privé, la société civile, tenir compte surtout également des femmes, la question du genre. Monsieur Ngueta, tout à fait. Alors vous êtes à Addis Abeba, en Éthiopie, et vous suivez l'actualité ivoirienne. Vous savez que le président de la République, Alassane Ouattara, mène diverses activités pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi les populations du district du Zanzan se sont retrouvées à la place de la paix de Bouna pour lui rendre hommage. Nous allons suivre ce reportage de Kwasi Mamadou. La place de la paix de Bouna s'est vue exiguë pour accueillir les populations venues de toutes les contrées du district du Zanzan. Ces jeunes, femmes et hommes de toutes les communautés confondues et l'ensemble des cadres des régions de Bunkani et de Gontougo, réunis autour du Bouna Massa, Yarakorani II et de Nana Adjouman, roi des Brons, ont voulu traduire à travers cette mobilisation leur reconnaissance et leur soutien aux actions de paix et surtout de développement entamées par le président de la République dans la Côte d'Ivoire en général et dans leur district en particulier. Ces populations avaient à leur côté pour ce moment mémorable plusieurs chefs traditionnels venus des régions du Poro, du Kyologo, du Gor, de l'Indéné Duablin, de la Mé et aussi de la ville d'Adiaké. Invité spécial de cette journée d'hommage et de soutien au président de la République, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Les populations du district des Zanzan ont chargé le Premier ministre de traduire au chef de l'État leur gratitude ainsi que leur prière dans la poursuite de sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. La totalité de nos localités était plongée dans l'obscurité la plus totale dès que le soleil déclinait sa course du jour. Aujourd'hui, beaucoup a été fait et la région du Bunkani est presque couverte. En si peu de temps, l'impossible est devenu possible avec Ado. Nous ne pouvons que nous unir autour de ce grand bâtisseur de la nation pour que s'accélère la réalisation de tous ces projets d'envergure qui donneront, à n'en point douter, une fière allure à notre district. La ministre Kabaniale, fille du district du Zanzan, a présenté aux siens les engagements pris par le président de la République, Alassane Ouattara, pour la lutte contre la pauvreté dans le district. Le Zanzan voudrait traduire de façon audible sa reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a 7 ans, le Zanzan présentait le visage d'une région oubliée, notamment le département du Bunkani. En 7 ans, les choses se sont améliorées. Elles se sont beaucoup améliorées. Nous aussi, nous avons nos centres de santé. Nous aussi, nous avons nos écoles et nos collèges, nos centres de formation. Nous avons même des usines. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez à Bondoukou des usines qui commencent à s'implanter parce que nous avons de l'électricité de bonne qualité, de l'électricité stable. Une université est même attendue. Et je peux l'affirmer, les villes de Bouna et de Bondoukou sont en train d'être alimentées en eau potable à partir d'une source d'eau courante. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué la forte mobilisation des populations dans leur diversité ethnique, religieuse, politique et sociale. Pour lui, la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire s'explique par les grands projets de développement initiés par le président de la République, Alassane Ouattara. Le Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique a reconnu le travail
menée par le chef de l'État dans tous les aspects de la vie politique, sociale et économique de notre pays et a décidé de faire de la Côte d'Ivoire, de son compact, de son MCC, l'exemple de MCC au niveau donc du monde entier. Oui, nous devons donc en être extrêmement fiers. Nous voyons comment l'année 2017 est en train de s'achever et de montrer aux Ivoiriens que l'espoir est permis, que nous sommes sur la bonne voie, la voie du progrès, la voie de l'émergence, la voie de l'unité, la voie de la paix. Oui, la Côte d'Ivoire, sous l'autorité du président de la République, est partie et est bien partie. Oui, c'est cela, la vérité et rien d'autre. Le Premier ministre a annoncé également l'ouverture de nouveaux chantiers de développement dans le district du Zanzan. C'est pourquoi il appelle les cadres et l'ensemble des populations des régions de Bunkani et de Gontougo au renforcement de la cohésion sociale, cher au président de la République, Alassane Ouattara. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le 20 décembre prochain, le dossier BID concernant l'université de Bondoukou sera adopté à Djeddah. Et que l'année prochaine, dans le premier semestre de l'année prochaine, nous reviendrons ici au nom du président de la République pour lancer les travaux de l'université de Bondoukou. Oui, c'est cela, Alassane Ouattara. Nous devons tous être engagés pour la consolidation de sa politique de paix et de fraternité. Nous devons tous être engagés autour des valeurs d'amour et de grandeur qu'il a pour son pays. Filles et fils du Zanzan, chers frères et sœurs, ce qui a toujours fait la force de notre nation, c'est l'union de ses filles et de ses fils. À cet égard, je suis heureux de constater qu'ici, dans le district du Zanzan, le temps des incompréhensions est passé et que tous les fils de cette belle région ont décidé à l'unisson de travailler à la paix et au développement des régions du Bunkani et du Gontougo. Avant cette cérémonie d'hommage et de soutien au président de la République, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'inauguration de la voie principale de Bouna, baptisée désormais boulevard Alassane Ouattara. Et toute la semaine, RTI1 sera au cœur de ce qui fera l'actualité, le sommet Union européenne, Union africaine. Merci de nous avoir suivis et restez sur notre chaîne RTI1. À bientôt.